Nouvelle année universitaire. Les activités pédagogiques ne reprendront. Ton cœur complémentaire, vacations, indemnités de recherche et d'investigation des retraités chercheurs ne sont pas réglées. C'est ce qu'a déclaré le CCES. Le CCES persiste et signe qu'une date a été définie lors de la dernière conférence des présidents des universités. Le CCES, section Antananarivo, appelle ainsi les autorités compétentes à défendre les biens communs, entre autres les terrains appartenant aux universités publiques, aux instituts supérieurs publics et au Centre national de recherche. Il exige la démission de ceux qui n'osent pas assumer leur responsabilité de défendre les biens communs. La section Antananarivo du CCES exige également l'expulsion de ceux qui ne répondent pas aux exigences de l'article 18 de la loi numéro 21-005, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 95-023 du 6 septembre 1995 et de la loi numéro 2003-008 du 5 septembre 2003 portant statut des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En 2021, Transparency International Initiative Madagascar a réalisé une enquête sur l'état des lieux de la corruption sexuelle dans les régions Analamang, Diana et Antsinanan. Vers la fin de l'année 2022, l'organisation a complété cette étude avec de nouvelles données collectées dans les régions Bouéni et Atimoan-Rifan. 8501 personnes ont été interviewées lors des enquêtes menées par TIMG en 2021 et 2022, dont 2098 à Analamang, 1805 à Tsinanan, 1550 à Diana, 1174 à Bouéni et 1424 à Atimoan-Rifan. Principalement ciblées par ce projet, les femmes représentent 67% de l'échantillon des personnes enquêtées. 4936 sur les 8520 des répondants reconnaissent l'existence de la corruption sexuelle dans le milieu éducatif ou universitaire, soit 62% d'entre eux. Les femmes perçoivent légèrement moins la corruption sexuelle par rapport aux hommes, avec des pourcentages respectifs de 61% et 64%. Les victimes de corruption sexuelle sont plus nombreuses dans la région Diana par rapport aux autres régions. En valeur absolue, les étudiants sont les plus nombreuses à rapporter un cas. Par contre, les enseignants sont les plus touchés en termes de proportion. 6% d'entre eux ont été victimes, contre 4% des étudiants. Concernant les étudiants mineurs, ils commencent apparemment à subir le fléau à partir de la classe de 6e. Les bonnes notes sont les premières contreparties proposées par les instigateurs, avec plus d'un cas sur 3 de corruption sexuelle les impliquant. L'argent sous forme d'aide financière est également souvent mis en cause. L'admission à un examen ou à un concours intervient également à hauteur de 20%. À l'université, la corruption reste la monnaie d'échange en contrepartie de meilleures notes aux examens. Les investigations menées par le réseau Maln ont révélé des témoignages poignants dans la région Atimoan-Rifan. Des adolescents obligés de quitter le collège pour fuir les pressions pour la corruption sexuelle de leurs professeurs. Des étudiants contraints d'offrir des valeurs sexuelles en contrepartie de meilleures notes aux examens ou de l'accès au sujet d'examen. Leur méta constitue le point commun de ces cas. La peur des représailles, la honte, la pression sociale dissuadent les victimes de porter plainte. Pour lutter contre ce fléau, TIMG et l'ONG Tultsu continue le plaidoyer en faveur de l'adoption par voie d'arrêté interministériel du pacte d'intégrité corporelle dans l'éducation et l'enseignement supérieur, PICES, afin de le rendre obligatoire dans tous les établissements scolaires et universitaires malagasy. Environ 11% des Malgaches les plus vulnérables bénéficient actuellement de programmes de protection sociale. Les chiffres avancés par le ministère de la Population représentent plus d'1 million de ménages bénéficiaires de ce programme de protection sociale, régulier de programmes de protection sociale réactifs au choc. Les PTF à Madagascar travaillent de main forte à aider les ménages dans le besoin,
comme les parties sud et sud-est de l'île, qui sont menacées par la famine. Dans les programmes de protection sociale réguliers mis en œuvre par le FID, 250 000 ménages bénéficient par exemple de transferts monétaires en tout genre, 117 000 ménages bénéficient de programmes de filets socioproductifs, des programmes de travail contre rémunération. Dans le programme en réaction au choc, près de 425 338 ménages ont bénéficié d'appui dans le cadre du contingent Emergency Response Component, un programme d'appui aux ménages les plus vulnérables impactés par la crise sanitaire de la Covid-19. Cependant, l'État malagasy n'est pas vu à travers ses efforts. La protection sociale est l'affaire de tous. En ce sens, certainement plus de coordination permettront plus d'efficacité. La Banque mondiale apporte évidemment une contribution financière très très importante. Il faut maintenant qu'on cherche aussi un financement national qui permette l'atteinte de résultats à l'échelle. Pour nous, évidemment, ce qui sera primordial, c'est d'avoir un ciblage de plus en plus efficace, de comprendre quels sont les types de vulnérabilités qui peuvent affecter les ménages et les enfants, et de s'assurer qu'au travers d'un guichet unique, d'un registre unique, progressivement, nous soyons plus cohérents dans ce ciblage et puissions avoir une efficacité des allocations plus importante. Et nous poursuivons nos actions. Et il y a des approches de Cash Plus. Cash Plus, par exemple, c'est une approche où nous faisons en même temps du cash pour aider le ménage à passer la période de soudure. En même temps, nous leur donnons des intrants agricoles et nous faisons encore des renforcements des capacités pour des bonnes pratiques agricoles résilientes au changement climatique. La contribution du PAM va aux alentours de 90 millions de dollars par an à Madagascar. Et donc les derniers chiffres sont de 2,2 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et donc c'est ce groupe cible que nous espérons atteindre. Et maintenant nous sommes dans le pic de la saison de soudure qui va donc de janvier jusqu'au mois d'avril. Les étrangers lèvent la voix sur la destruction massive de notre forêt. L'ONG Graines de Vie, qui exerce sur la protection de l'environnement à Madagascar, affirme que 200 000 hectares de forêt sont abattus et incendiés chaque année selon leur enquête. Les autorités de tutelle ne se préoccupent de la situation, des lois non appliquées, le manque de volonté politique afin d'enrayer ce grand fléau, ne surgissent des dirigeants. Mais nous constatons, je l'ai expliqué tout à l'heure, tous les pans de la mauvaise gouvernance, la non-application des lois, le greenwashing étatique, c'est des effets d'annonce, j'appelle ça. On va mettre dans la presse des effets qu'on va faire ceci, ça, et ça n'est jamais fait derrière. Et vous vous laissez leurrer. Et la presse est un peu complice de montrer ça en première page, sans en dire par après, mais ça n'est pas réalisé. Moi, je peux vous dire demain, alors, je vais planter 1 milliard d'arbres à Madagascar. Ah ben alors, ça va faire la une dans les journaux. Mais ça ne suffit pas, les amis. C'est pas ça de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est d'avoir des vrais projets ambitieux, okay, et de les mener à bien avec les forces de l'État. Et je sais que vous n'avez pas tous les moyens disponibles que vous pourriez avoir pour mener ces actions. La situation se dégrade. Le président de l'ONG Graines de Vie met le point sur l'initiative d'importer des animaux d'Afrique. Le gouvernement et le ministère de l'Environnement devraient se concentrer sur la protection et la conservation des faunes et flores emblématiques de Madagascar. J'ai vu un maire pleurer avant-hier. Sa vie est menacée par les gens qui déforestent dans les forêts. Et l'État ne fait rien. Il n'est pas protégé. Et quand il arrête quelqu'un dans les forêts qui coupe les arbres, dans les parcs nationaux, il les conduit avec la gendarmerie au tribunal, ces gens ressortent plus rapidement que lui. Il y a un problème, madame. Il faut régler. Et les lois sont là, il suffit d'appliquer les lois. Il suffit qu'il y ait une vraie volonté de faire appliquer les lois. L'anarchie environnementale, ça doit suffire. C'est pas pour moi, c'est pour l'avenir de vos enfants. Quel pays vous allez laisser à vos enfants? C'était le pays le plus beau d'Afrique, les amis. Dieu a été super généreux avec vous. C'était un joyau. Madagascar, île verte, Madagascar, île rouge. Non, une pipelette. Et c'est pas en faisant revenir des éléphants du Kenya que vous allez sauver l'environnement de Madagascar. Vous avez des lémuriens que des milliers de gens viennent voir du monde entier, des caméléons que les gens viennent voir du monde entier. Vous avez des paysages magnifiques. Mais tout ça part en fumée.
La beauté, ça ne se remplace pas, madame. Et vous avez la beauté ici à Madagascar. Mais elle disparaît petit à petit. Il faut vous défendre. Les grands sommets comme le COP27 qui s'est tenu en Égypte n'a pas pu apporter d'avancées sur le changement climatique et le problème majeur de la déforestation et le feu de brousse. La protection de l'environnement est une responsabilité partagée. Les autorités en est la première. Madagascar est loin d'atteindre le cap sur la conservation et la valorisation des faunes et flores autochtones.